Bonjour à tous, nous vous donnons la bienvenue pour une nouvelle émission de l'Érable approfondi. Nous nous trouvons dans la semaine du 25 novembre, une journée connue comme la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pourquoi est-ce qu'il existe une telle journée? En quoi est-ce que consiste la violence envers les femmes? Quel est le rôle du genre dans la problématique? Pour répondre à ces questions, nous recevons deux spécialistes du Centre du Québec. Madame Julie Croteau, directrice générale de la Maison d'hébergement pour femmes et enfants La Volte-Face, et Marie-Claude Goudreau, agente de développement de la Maison des femmes des Bois-Francs. Pour analyser les différents points de vue de la problématique de la violence, nous recevons aussi À cœur d'homme, une association d'aide aux hommes pour une société sans violence. Son objectif est d'encourager la prévention des violences conjugales et familiales et de consolider un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. Commençons en premier par la Maison d'hébergement pour femmes et enfants La Volte-Face. Aujourd'hui, on reçoit Julie Croteau, la directrice générale de la Maison d'hébergement La Volte-Face. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, Marion. Oui, donc, qu'est-ce que ça veut dire, la Volte-Face? Ben, la volte-face, si on parle du mot volte-face, c'est ce qui veut dire faire volte-face, la capacité, si on veut, en bon français, de se revirer de bord, de se revirer sur un dixaine. Donc, c'est pour ça que les fondatrices ont choisi ce nom, parce que la Maison pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, ben, les femmes et les intervenantes développent cette capacité-là de faire volte-face. Donc, quelle est la mission de votre organisme? Ouais. Bien, comme je le disais, on vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. Notre mission première, c'est vraiment d'assurer ou en tout cas d'augmenter leur sécurité physique et psychologique. C'est sûr qu'on peut juste viser de l'augmenter, on peut pas tout protéger de tout. Il y a d'autres alliés dans cette lutte-là, mais vraiment là, c'est notre mission première, là, c'est d'augmenter leur sécurité. Et ça se fait évidemment par l'hébergement, puis une panoplie de services dont on pourra parler là. Et puis, ça fait combien de temps que vous êtes dans la région? Ouais. Ben en fait, Volte-Face, on couvre Arthabasca érable. On a vu le jour en 2002, en avril 2002. Donc ça a fait 20 ans. Notre émission d'aujourd'hui, c'est plus concernant la journée internationale contre la violence des femmes qui est le 25 novembre. Contre la violence faite aux femmes. Faite aux femmes, oui, exactement. Mais oui. Quels sont les cas les plus fréquents? Ben en fait, on le sait, la violence a plusieurs formes, a plusieurs appellations aussi. On le sait, il y a de la violence physique, psychologique, sociale, sexuelle. Je dirais, il y a du harcèlement aussi. Il y a plusieurs volets. Il y a de la violence économique. À la volte-face, je dirais, puis tu sais, c'est vraiment, faut comprendre que ça demeure des statistiques. Les personnes qui fréquentent la volte-face, ben peut-être que dans la population, il y a d'autres femmes victimes qui ne fréquentent pas, puis ça viendrait changer les chiffres, si on veut. Mais présentement, là, je m'en souviens plus là tout par cœur, mais je vous dirais que c'est autour d'environ 70% de femmes victimes de violences physiques qui sont hébergées à la volte-face. Ça, c'est pour l'hébergement. Puis ensuite, là, ça vient, là, c'est suivi de la violence psychologique. Puis cette année, ben, on a eu, je dirais, une petite proportion plus élevée là, de violences sexuelles. Okay. Donc ça, c'est vraiment dans l'hébergement. Dans les services externes, là, j'ai pas tout le détail, mais on peut comprendre dans les services externes qu'il y a un peu moins de violence physique parce que les femmes, souvent, ne sont pas dans la relation de violence conjugale. Okay. Elles sont relocalisées, tout ça, mais elles viennent chercher de l'aide quand même. Et de votre point de vue de directrice générale, ouais. Comment est-ce que vous définissez la violence en tant que telle? Bien, c'est sûr, là, j'irai pas dans les définitions qu'on voit sur Internet, tout ça, mais pour nous, on travaille avec ce qu'on appelle le processus de domination conjugale. Donc, il faut comprendre que nous, le processus, il s'inscrit dans le temps, il se construit. Il y a deux personnes, dont une personne qui exerce un pouvoir. Dans une relation de violence conjugale, il y a quelqu'un qui veut avoir un gain sur l'autre. C'est pas une relation d'égalité. Faut comprendre aussi que c'est une relation. Donc, la violence conjugale, là, c'est vraiment dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou maritale, etc. Donc, c'est ce qui fait que c'est si difficile la violence conjugale parce que d'abord et avant tout, on aime cette personne-là ou on l'a aimée, puis ça a été une relation sécurisante. Donc, c'est ce qui rend ça là, très, si on veut, pernicieux, puis des fois difficile. Fait que c'est un petit peu là, ma définition là, que je vous donnerai aujourd'hui. Et du côté des types de violences que vous m'avez nommés tantôt, est-ce que vous pouvez nous faire une petite description de chaque exemple? Je peux bien, puis je vais en oublier, là, mais bon, la violence physique, on le sait, là, c'est souvent celle qu'on va dire la plus connue. Tu sais, là, on parle de coups, je t'ai poussé. C'est souvent la violence qui est
au code criminel. Ce sont des voies de fait. Okay. Mais il faut aussi inclure, c'est pas juste se pousser, frapper, séquestrer. Ça peut être je te lance des objets, j'utilise, je sais pas moi, ma voiture pour te faire mal, en tout cas, te faire peur, ou etc. Donc ça, c'est de la violence physique. Psychologique, ben on le comprend. Hein, il y en a qui ont écouté aussi plusieurs émissions dernièrement au niveau de la violence conjugale. Donc c'est tout le contrôle, la façon. Ça se mélange un peu avec la violence verbale aussi, là, de la violence psychologique. Ça n'est pas physique, mais c'est vraiment des moyens, des stratégies pour semer le doute un petit peu, pour créer un sentiment d'isolement, etc. Au niveau du harcèlement, bien là, c'est vraiment le harcèlement criminel. C'est lorsqu'on a des gestes répétés, je te texte 50 fois, je t'envoie des photos, etc. Donc ça, c'est plus... on le voit un peu dernièrement là aussi là dans les médias. Il y a la violence économique. Le conjoint peut, par exemple, contrôler les comptes bancaires. C'est lui qui décide de justement de donner l'argent ou pas. Il va y avoir de la violence verbale. Bon, on sait là, c'est la violence avec les mots. De la violence sociale, c'est beaucoup isoler la victime, l'isoler de sa famille, de ses amis. L'objectif, c'est qu'elle ait plus de ressources autour d'elle. Donc, plus on est isolé, plus la violence peut s'exercer ou le contrôle peut s'exercer. Et enfin, ben c'est sûr qu'il y a différentes... il y en a qui vont même parler de la violence au niveau religieuse, etc. Mais tu sais, je vous ai fait quand même le grand topo, là, si on veut. Et puis, dans votre organisation, vous faites affaire avec les femmes qui sont victimes de violence, mais aussi avec leurs enfants. Oui. Est-ce que, automatiquement, quand la femme est victime de violence, les enfants aussi? Ben, c'est une bonne question. Jadis, naguère, on disait, là, très longtemps, si les enfants n'ont pas été frappés, n'ont pas subi la violence, on pensait, il y a très longtemps, que les dommages étaient vraiment limités. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un enfant qui a été témoin de violence moi, je vais beaucoup utiliser entre son père et sa mère, mais ça pourrait être entre deux conjoints du même sexe aussi. Nous, on accueille les femmes. Donc, vraiment, là, entre la mère et le conjoint, s'il voit cette violence-là, s'il l'entend, ça laisse des dommages. Donc, les enfants, automatiquement, ceux qui sont exposés à la violence conjugale en sont victimes parce que ça laisse des traces sur les enfants. Un enfant qui voit, par exemple, qui a peur pour sa mère, qui se fait frapper, peut tenter de la protéger, de s'interposer, écoutez, c'est l'être que t'aimes le plus au monde qui va se faire attaquer. C'est vraiment insécurisant pour un enfant. On va apparenter ça des fois un peu aux enfants, là, je sais que l'image est forte, mais qui vivent de la guerre. C'est vraiment que tout ton schème de c'est quoi les bons rapports, prend le bord un petit peu, tu le sais plus comment, c'est quoi ta sécurité, puis on va comprendre que l'enfant, il peut pas choisir de quitter ou de rester. Fait qu'il y a tout ça aussi. Donc oui, les enfants sont victimes. Là, je veux pas être juste dramatique. Là, il y a des enfants qui ont beaucoup de résilience, puis on va les aider. Mais oui, les enfants sont victimes, puis la violence, elle laisse des traces. Du côté de la maman ou de la femme, quel genre d'impact on peut avoir? Oui, ben pour les femmes victimes de violence, c'est sûr aussi là. Puis là, je les nommerai pas toutes là, mais on parle beaucoup de douter de soi, d'avoir honte. Faut comprendre la violence conjugale. Là, on n'est pas fier, même si c'est pas la faute de la victime. C'est pas comme hey, moi j'ai vécu ça. C'est quelque chose qui est tabou. Qui est tabou encore malheureusement là aujourd'hui. On peut vivre de l'isolement, on peut avoir aussi là, toutes sortes de troubles psychologiques, là, de l'épuisement, de la dépression. C'est dur vivre toujours sous tension. Il peut y avoir des conséquences économiques, évidemment, perte du réseau, des amis. Je dirais aussi un sentiment que c'est nous qui avons provoqué la violence, c'est moi, c'est pas la faute de l'autre. Donc, c'est des exemples là, de conséquences. Qui peuvent survenir. Là. Mais il y en a une panoplie et ça se répercute aussi sur la santé des femmes. Là. Il y a des femmes qui peuvent justement développer des douleurs musculaires, faire de l'insomnie. Okay. Certaines vont même développer des traumas. Donc ça, on est dans toute une vague là, de conséquences sur la santé mentale. Les actes de violence contre les femmes, ça se produit seulement à la maison ou ça peut être, exemple, au travail? Partout, la violence n'a pas de mur. C'est certain que l'endroit privilégié, on part d'un processus de domination conjugale. Donc, c'est plus facile quand il n'y a pas la présence des autres que s'installe le rapport de force. C'est sûr que
Souvent, c'est à la maison. Mais ça peut même s'inscrire au travail, par exemple. La personne violente peut se présenter au travail, envoyer tes textos dans la journée. Pourquoi tu me réponds pas? C'est parce que tu es allé dîner avec un tel. S'assurer, tu travailles plus tard, tu as fait plus de kilométrage que tu étais supposé aujourd'hui, comment ça? Ça peut se manifester aussi même publiquement, dans une file d'attente à la caisse, à l'épicerie, où des fois on se rend compte dans une certaine dispute, on est mal à l'aise comme citoyen, puis il peut y avoir on peut se dire, coudonc, est-ce que c'est de la violence ou juste une chicane, mais ça peut aussi se manifester à l'extérieur, évidemment. Mais le propre de la violence, c'est de s'exercer devant le moins de témoins possible. Donc, c'est sûr qu'il y a des lieux plus restreints comme la demeure. Et pour les citoyens, monsieur et madame tout le monde, comment on fait pour différencier un peu, savoir que ça c'est de la violence ou... C'est sûr que c'est un chapitre d'une heure et demie d'émission. C'est sûr que pour plus d'informations, moi j'encourage les gens à nous appeler. Tout à l'heure, on pourra donner le numéro. Là, tout le monde peut nous appeler pour avoir de l'information. Mais en gros, je dirais des indicateurs de violence, parce que c'est pas la preuve qu'il y en a. Mais parfois, par exemple, si mon amie soudainement change un peu de comportement, je trouve qu'elle s'isole, je trouve qu'elle a l'air triste, je sens que, je sais pas moi, son chum lui fait des blagues, puis je trouve que elle rit jaune un peu, rit pas tout à fait. Avant, elle sortait beaucoup avec nous, puis là, de plus en plus, on voit qu'elle commence à s'isoler. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi des indices physiques, mais c'est plus rare qu'on va voir des marques de violence. Quelqu'un qui a beaucoup d'absentéisme au travail, qui va pleurer beaucoup pendant le travail, regarder son cellulaire, tu sais, c'est des exemples. Ça veut pas dire que c'est de la violence, mais ces indicateurs-là peuvent amener à poser une question. Par exemple, comme collègue ou employeur, je peux dire à une collègue, ben, est-ce que ça va? J'ai remarqué que tu venais plus, je sais pas moi, au lunch d'équipe. Tu sais, l'idée, c'est de questionner. Pour ensuite voir, ben, OK, peut-être que je peux la référer à la volte-face, mais c'est vraiment de garder le dialogue. Parce que l'objectif de garder le contrôle, c'est qu'il y ait plus justement de personnes autour. Donc, mais tu sais, il y a beaucoup de manifestations, mais c'est vraiment d'être à l'écoute dans les changements un peu ou dans le comportement, s'habiller différemment, soudainement, pu voir des spectacles. C'est des choses qui ont changé, puis que des fois, on dirait que la personne trouve des excuses pour dire « Oh non, ça, je fais plus ça maintenant » ou je sais pas, moi, Jérémy aime pas ça, ce linge-là, j'ai mis ça aujourd'hui. Ça peut être des indices, mais c'est pas une preuve que ça en est, mais ça invite à questionner. On parlait de la violence économique tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Parce que c'est un type de violence qui est moins répandu. Oui, si on veut. Je dirais qu'il y a deux volets. Il y a la violence économique, puis il y a les conséquences de la violence qui peuvent aussi être d'ordre économique. Parce que, comme femme victime de violence, quand je repars à neuf, après ça, souvent, je repars avec rien. Fait qu'il y a cet aspect-là qui a un appauvrissement. Pas tout le temps, mais souvent. Dans la violence conjugale, la violence économique, ça peut être d'être, par exemple, la personne qui est en contrôle, on va dire, va payer tous les comptes qui sont apparents, l'hypothèque, etc., ce qui laisse des traces, qui a des factures. La femme, par exemple, peut payer l'épicerie, payer les choses qui paraissent moins. Fait que là, déjà, il y a comme un déséquilibre si jamais il y a séparation, parce que c'est plus dur de prouver ce qu'on a payé. Hein. Il peut y avoir justement, ben, hey, tu devrais, regarde, on a eu des enfants, travaille pas. Tu sais, des fois, il y a une volonté pour la femme de retourner sur le marché de l'emploi, mais non, travaille pas. Puis là, ben, elle devient un petit peu dépendante du revenu du conjoint. Puis là, c'est que le conjoint va contrôler monétairement. C'est lui qui va décider comment il remet à la femme et aux enfants. On peut même parler de privation de nourriture, etc. Dire non, je vous donne 100 pièces pour faire l'épicerie cette semaine. C'est juste ça. Il y a toutes sortes de contrôles économiques, mais pas avoir son propre compte, que sa paie à soi se dépose dans le compte de notre conjoint, puis pas y avoir accès. C'est des exemples de violence économique. Souvent, ça s'inscrit pas tout seul, mais ça en fait partie. Est-ce qu'il y a un type de personnalité qu'une femme peut avoir pour être victime de ça? Non, c'est souvent ce qu'on dit, hein, ce sont des femmes dépendantes qui n'ont pas confiance en elles. La violence conjugale, là, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à une première ministre, une infirmière, une avocate, une femme sur le bien-être social, une éducatrice, une travailleuse de maison d'hébergement. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde. Il y a pas... pourquoi la violence fonctionne, c'est qu'il y a d'abord une relation amoureuse, une relation sécurisante, et que la personne contrôlante
a profité de ça, a utilisé ça pour faire du contrôle. Donc, ça peut arriver à tout le monde. C'est sûr que dans les types de personnes, si moi, j'ai toujours été introvertie, j'ai eu de la misère à demander de l'aide, peut-être ça peut être plus difficile de faire une démarche. Mais en même temps, ça l'est autant pour quelqu'un d'extroverti aussi, là, mais des fois, il peut y avoir, je dirais, notre personnalité qui fait que je trouve ça plus dur d'aller chercher de l'aide, mais la violence, elle peut toucher tout le monde, peu importe ton rang social, ta couleur, vraiment, il n'y a pas de pattern, si on veut, ou de personnalité. Et on s'entend que c'est un sujet qui est assez tabou. Oui. Quel genre de stéréotypes est-ce qu'il y a dans la société pour que ce soit tabou? Je suis sûre que les gens à la maison pourraient en nommer plein aussi. Mais, malheureusement, même s'il y a beaucoup d'avancements, on est encore dans... ouais, mais comment ça la victime, comment ça la femme est restée aussi longtemps dans cette relation-là? Franchement, 25 ans... à quelque part, c'est parce qu'elle s'y est faite puis elle aimait ça. Dans le fond, elle avait juste à partir. C'est peut-être elle un peu qui a provoqué, elle était là toujours ostinée. Dans le fond, est-ce qu'il était vraiment violent ou c'était pas les deux étaient violents? Parce que des fois, ça peut arriver que la femme se défende aussi d'un geste de violence. Donc, il y a encore ces stéréotypes-là qui courent. Il y en a beaucoup. Entre autres, ça prend un type de personnalité, etc. Mais ça tend à changer. Les gens commencent à en parler beaucoup plus là, publiquement. Malheureusement, les derniers événements, la série de féminicides a fait en sorte que le débat sur la violence est revenu sur la place publique. Et puis, c'est important d'en parler parce que la violence, c'est un phénomène social. Même si ça se passe dans le domaine du privé, on a une responsabilité sociale face à ça. Puis là, je ne sais plus les années, mais je pense que c'était en 90 ou en 92 qu'ils ont sorti la violence conjugale du domaine du privé. Parce qu'avant, tu avais le droit, entre guillemets, de faire ce que tu veux chez vous. Comme il y a eu la fessée pour les enfants, etc. Donc, c'était pas, l'État s'en mêlait pas. Puis, à un moment donné, il y a eu une position gouvernementale et publique qui a dit non, c'est un phénomène social et nous, on juge que la violence, elle est criminelle. Donc, c'est vraiment un virage. Ça m'amène à une autre question. En tant que société, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la propagation de ces préjugés? On a les gens disent on n'y peut rien, mais premièrement, comme société, c'est de prendre la parole, de pas se taire. Puis c'est difficile, hein, quand on se dit, mon Dieu, la femme, ça lui prend tout son courage pour nous appeler, des fois, nous, ça peut prendre tout notre courage pour dénoncer un geste. Exemple, si moi, j'entends fréquemment qu'il y a de la violence dans l'appartement dessous de moi, puis je peux déceler des cris, etc., je peux appeler les policiers. Même si je dis, c'est pas ma vie. Les policiers feront leur travail d'aller voir ce qui se passe. Si moi, mon bon ami Bob, mettons, a des propos que je juge contrôlants ou un peu, qui va dénigrer, par exemple, sa blonde, je peux lui dire, hey, c'est pas le fun quand tu dis ça. Je peux questionner. Donc, la société, on a un rôle je dirais, de rester proche des victimes, de prendre la parole, publiquement, ouais, puis ça peut être autant avec entre guillemets, avec nos chums de gars que nos chums de filles. Il y a vraiment un rôle comme collègue, comme ami, comme sœur, comme oncle. On peut faire ça. Puis je dirais comme société aussi s'informer. Quand moi, dans mon entourage, j'ai quelqu'un, je suis pas certaine, je peux appeler aussi à la volte-face pour questionner. Comment je pourrais faire pour pas couper le dialogue avec cette personne-là parce que là, je sens qu'elle se referme, etc. Donc, mais vraiment une prise, je dirais, de parole. Puis d'un point de vue plus éducatif, est-ce que la violence peut être faite sans l'intention de? Ça, c'est un gros débat. Hein. C'est certain, comme je disais tantôt, dans une chicane de couple, il peut y avoir un geste de violence. Mais là, ça, c'est vraiment, répondre à ça en 1 minute et demie, là, je trouve que ça laisse beaucoup de plage. Mais oui, il peut parfois y avoir de la violence sans intention, mais on parlera pas d'un processus de domination conjugale. Nous, dans la violence conjugale à la volte-face, c'est un processus. Il s'est inscrit plusieurs histoires ou événements dans l'histoire et l'objectif est de prendre le contrôle. Donc, les stratégies de contrôle, souvent, elles vont s'intensifier quand, là, c'est des gros mots, mais quand l'agresseur va dire, mais mon Dieu, là, j'ai plus cette prise-là, ils vont changer de stratégie, mais l'objectif est de garder le contrôle, donc il y a une intention de contrôler. Et dans votre organisation, c'est quoi le processus, je dirais, quand une femme demande votre aide, exemple? Ouais. Mais c'est sûr que
Ça se passe de façon téléphonique, la première étape, la plupart du temps. Même la ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les femmes peuvent nous appeler. Femmes, n'importe qui là, peut nous appeler aussi. C'est le 819-795-3444. Donc, quelqu'un qui se questionne, des fois, va plus nous appeler, avoir de l'écoute téléphonique, puis quand elle va se sentir prête, décider de venir, à ce moment-là, on va divulguer l'adresse, parce que notre adresse, elle est confidentielle, on la donnera pas avant. Merci beaucoup pour l'entrevue. C'était une belle explication de tout ça parce que c'est un sujet qui est assez complexe parfois. Donc, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir, Marion. Notre mission est de vous informer en cherchant de différentes perspectives. C'est pour cela que nous avons l'obligation de savoir qu'est-ce qui pense une organisation qui aide aux hommes pour construire une société sans violence, telle qu'à cœur d'homme. Quelles sont les interventions possibles du côté des hommes pour éliminer les actes de violence conjugale et familiale? Voici donc ce point de vue à tenir en compte. Vous savez qu'on est en plein à l'intérieur de cette semaine du 25 novembre, qui est aussi connue comme une journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, nous allons essayer de décortiquer le sujet ensemble. D'ailleurs, mon invitée aujourd'hui à l'émission, alors, elle fait partie de l'Accord Mauricie Incorporé, qui est un organisme qui fait partie du réseau À cœur d'homme. Et évidemment, je vous présente Madame Claudia Champagne, qui est d'ailleurs la directrice. Alors, tout d'abord, Claudia, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un sujet, la violence. Premièrement, quelquefois, on se demande pourquoi parler de la violence. Je pense que vous êtes la personne idéale. C'est un sujet qui est d'actualité. Malheureusement, on entend parler quand il arrive des drames dans les familles. C'est un sujet qu'on côtoie malheureusement tous les jours ou presque à toutes les semaines. On est tous touchés de près ou de loin par ce sujet-là. Donc oui, c'est très important d'en discuter. Et d'ailleurs, vous faites partie d'un milieu où on parle aussi de violence. Vous allez me parler un peu de l'Accord Mauricie. Oui, donc l'Accord Mauricie, en fait, on est un organisme communautaire. On est situé à Trois-Rivières. Donc, nos services sont offerts à des hommes qui ont des comportements de violence conjugale ou familiale sur le territoire de la Mauricie. Notre organisme est membre d'À cœur d'homme, comme vous avez nommé tantôt, qui est l'association provinciale de tous les organismes pour hommes en violence conjugale. Donc, il y en a là, des organismes dans à peu près toutes les régions du Québec pour aider les hommes qui ont des comportements de violence conjugale et familiale. Donnons quelques organismes pour notre région. Là. Il y a entre autres... Oui, ben au centre du Québec, on a la ressource Hommes Alternative à Victoriaville. Il y a l'organisme Centre de ressources pour hommes de Drummondville à Drummondville. Il y a également Se parler d'homme à homme qui est situé à Thetford Mines. Sinon, il y a vraiment là, des organismes à Québec, à Montréal, le GAPI. On est plus de 31 ressources là, au Québec, donc c'est facile là, sur Internet. Si vous écrivez À cœur d'homme, vous aurez toute la liste là, des organismes par région. Si quelqu'un subit la violence ou encore dans l'entourage aussi, vous avez quelqu'un qui est violent, alors c'est important de prendre de l'information. Hein? Oui, ben tout à fait. En fait, nos organismes, on travaille beaucoup en collaboration avec plein de partenaires, autant les organismes qui travaillent auprès des femmes victimes. On va travailler en collaboration avec le milieu de la justice, avec la protection de la jeunesse. De notre côté, à Accord Mauricie, on va recevoir des appels, des fois de des conjointes ou des proches qui se questionnent également sur est-ce que je devrais référer mon ami, est-ce qu'il a besoin d'aide, mon conjoint, est-ce qu'il devrait appeler chez vous, je t'inquiète pour ma sécurité. Donc, chacun individuellement, on a un rôle à jouer là, autant comme organisme que comme collectivité quand on parle de violence conjugale. Bon. On va décortiquer un peu, parce que vu qu'on parle de violence, pour les gens qui n'y croient pas non plus à la violence, ça arrive juste chez le voisin ou ailleurs que chez nous. Là. Comment reconnaître la violence? Donc, ce qu'on va voir, c'est des hommes qui vont, par exemple, dénigrer, qui vont rabaisser leur partenaire, qui vont utiliser le sarcasme, mais pas dans l'humour, faire passer des messages qui vont ils vont être intimidants avec leur posture, avec des regards. Donc, on est tous dans des comportements beaucoup plus subtils qui font que la personne, c'est pas clair encore pour elle, ben, est-ce que je vis de la violence ou pas?
le mot violence, il fait peur, hein, c'est un gros tag aussi qu'on veut pas. Beaucoup de contrôle, surveillance, regarder les messages textes, suivre la personne ou les fameux trackers, tu sais, nos cellulaires intelligents. On peut voir les personnes où ils se déplacent. Si je suis un homme qui est jaloux, de surveiller ma conjointe, ça va être tous des éléments comme ça que nous, on va aborder avec les hommes qui viennent nous rencontrer. Oui. Puis c'est important d'en parler parce que les conséquences de la violence, ça peut dépeindre dans le milieu du travail. Hein? Ça peut être des occasions de dépister, ça c'est clair. Quand je parle de l'accord Mauricie, souvent je vais dire oui, nos services vont permettre d'aider des hommes à être des meilleurs conjoints, des meilleurs pères de famille, mais aussi des meilleurs collègues de travail, des meilleurs coachs de hockey, coachs de soccer, meilleurs voisins, meilleurs amis, etc. Ces comportements-là, si les hommes qu'on rencontre ont des comportements d'impulsivité et de violence dans leur contexte familial, bien souvent ce qu'on va voir, c'est que oui, cette violence-là, elle se répercute ailleurs, justement dans le milieu de travail, ils vont être plus impulsifs avec des collègues, dans leur façon de parler, dans des bars, s'ils vont être plus impulsifs, s'ils sortent avec des amis, des choses comme ça. Fait que oui, c'est pas des comportements qui sont isolés au sein de la famille. Par contre, ils vont souvent s'en permettre davantage dans le milieu familial qui est plus restreint, où ils vont être moins exposés justement à se faire détecter comme homme violent. Mm-hmm. Mais finalement, c'est quoi un homme violent? Là? Donne-moi un peu des exemples quand on dit qu'un homme violent, tu me donneras des exemples, mais ensuite on inverse le rôle. Quand l'homme est victime, parce que ça existe, hein, quand l'homme est victime aussi de violence. De notre côté, première nuance que je vais dire, c'est qu'on parle d'hommes qui ont des comportements de violence. Hein. Ça aussi, pour moi, ça fait toute une différence parce qu'il y a une étiquette. Je suis un homme violent, c'est difficile à changer qui je suis comme homme. Si je parle de des comportements de violence, ça redonne un pouvoir d'agir à ces hommes-là, de pouvoir changer leur comportement, justement. Donc, mais qu'est-ce qu'un homme qui a des comportements violents? Ça peut être monsieur tout le monde, en fait. Ce que je dis souvent, c'est que je pourrais aller à l'épicerie et les 8 premières personnes que je vais rencontrer à l'épicerie, ça pourrait être ces 8 hommes-là qui viennent consulter dans nos ressources. Il n'y a pas de profil type. Oui, il y a des personnalités, on va voir que il y a des hommes que ça va ressortir un peu plus, des hommes qui ont une problématique, qui ont de la misère à communiquer, une mauvaise gestion de leurs émotions, des hommes qui ont des traits de personnalité, d'impulsivité, qui vont être beaucoup plus présents, vont être peut-être un peu plus à risque de développer des comportements de violence. Mais je vous dirais que on rencontre dans nos services de toutes les classes sociales, de tous les corps de métier, c'est vraiment une problématique qui peut toucher monsieur tout le monde. Oui, et si on rentre dans les préjugés, plusieurs personnes ont de la difficulté à croire qu'un homme puisse être victime de violence. Vous l'avez entendu, cette phrase-là, là, hein? Mais ça existe. Oui, tout à fait. Mais oui, ça existe. Ne serait-ce que, tu sais, souvent l'exemple que je donne, si je parle d'un couple homosexuel, c'est 2 hommes en relation, donc il va y avoir un homme victime, un homme auteur. C'est sûr que les femmes demeurent les principales victimes de violences conjugales. Par contre, nous, on en voit, oui, puis de plus en plus, on a des partenaires qui nous appellent et même des conjoints, des femmes elles-mêmes qui nous appellent pour recevoir de l'aide. Ça ne va pas trop se diriger actuellement. Il n'y a pas beaucoup de services pour les femmes qui ont des comportements de violence. Fait que c'est un manque. Ce sera des services à développer là, dans le futur, mais oui, ça existe un homme qui vit de la violence conjugale dans une relation hétérosexuelle aussi. C'est un double tabou pour ces hommes-là, hein, parce que quand on parle de violence conjugale, à la base, c'est un tabou. C'est un sujet qui est pas facile à parler. D'admettre que j'en vis, c'est pas facile. Et d'admettre que j'en vis comme homme, là, ça peut être la peur de pas être cru, la peur d'être ridiculisé, de remettre en doute ma virilité comme homme. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on rencontre et qu'on travaille à déconstruire. Bon. Avez-vous des statistiques de cas à nous donner aujourd'hui, là? Est-ce que ça existe des statistiques? Oui, je vous dirais que j'ai pas les statistiques pour évidemment tous les organismes au Québec là, mais pour ce qui est d'Accord Mauricie, dans la dernière année là, en 21-22, on a rencontré là, c'est quand même plus de
430 hommes là, qu'on a rencontrés dans nos services. Donc, c'est vraiment une hausse significative. Là, on est passé là, de 296 à peu près 330, puis là, c'est 430 dans la dernière année. Fait que pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que les hommes vont chercher de l'aide, les hommes consultent davantage. Le gouvernement a quand même fait beaucoup de publicité pour faire connaître les organismes pour hommes. Donc, ça marche. Ça, c'est une bonne nouvelle que les gars viennent chercher de l'aide, puis que peut-être justement que cette honte-là commence à disparaître un peu, puis que la demande d'aide est un peu plus normalisée là, chez cette clientèle-là. Bon. Est-ce qu'il y a un taux de réussite comme les gens qui demandent de l'aide, comme chez vous, ou encore dans d'autres organismes, là? Est-ce qu'il y a récidive? Est-ce qu'on revoit ces hommes-là ou encore c'est comme réglé suite à des thérapies ou autre chose, là? Il y a un taux de réussite? C'est très, tu sais, c'est difficile d'avoir un chiffre sur le taux de réussite. Je vous cacherai pas, on voit quand même beaucoup d'hommes qui vont amorcer un cheminement, qui vont abandonner, qui vont arrêter en cours de route à cause de trop d'absence, le travail, etc., juste moins de motivation. On a des hommes qui viennent consulter au moment d'une crise, donc soit une rupture ou au moment d'une arrestation, puis quand le dossier se règle, ben là, ils arrêtent leur démarche. Par contre, ce qu'on va voir, c'est énormément de réouverture. Donc, des gars qui reviennent dans nos services des fois 1 an, des fois 2 ans, des fois plus, après avoir abandonné une première fois. Fait que c'est sûr que ces hommes-là vont être rentrés dans nos stats comme un abandon. Et quand on voit des réouvertures, ben c'est que c'est des hommes qu'on considère qu'on a semé une graine, puis que, avec le temps, ils se disent, ben ouais, même si mon dossier judiciaire est fermé, ben peut-être que ce serait une bonne chose que j'aille consulter parce que je suis encore impulsif. Des fois, mes paroles dépassent ma pensée, donc on voit vraiment beaucoup de gars qui vont revenir dans le dans la démarche puis qui vont la compléter cette fois-là. Puis aussi, ben beaucoup d'hommes qui vont arriver au début avec de la violence plus éclatante, donc violence physique ou des comportements de violence psychologique là qu'on se pose pas de questions, du dénigrement, rabaisser. Fait qu'ils font une première démarche. Puis ces hommes-là, des fois, vont revenir encore là 1, 2, 3 ans plus tard pour peaufiner. Ils vont vouloir aller un peu plus loin, ils vont vouloir travailler sur des comportements plus subtils. Là, chaque encore des fois avec ma conjointe. Des fois, je lève le ton avec les enfants, j'aime pas ça. Fait que c'est pour ça que pour nous, on voit beaucoup de belles réussites, de beaux changements. On a des gars qui partent de très, très loin. On a des gars qui partent de moins loin. Donc, j'ai pas de chiffre exact à vous donner. J'espère que ma réponse fait quand même un beau tour. Mais des fois, j'ai une petite question à vous poser dans le sens l'éducation, parce qu'à une certaine époque, quand on élevait les enfants, même à l'école, là, c'était la règle. Les enfants, bon, c'est la même chose pour les hommes dans les familles aussi. Tu te lèves puis tu fais un job, sinon le coup de ceinture. On a entendu parler de situations. Tu sais, des fois, l'éducation a-t-elle un rôle à jouer pour les parents de demain? Assurément. Le concept de transmission intergénérationnelle, c'est encore très présent de nos jours. On voit encore des hommes avec des visions très traditionnelles, des rôles hommes-femmes. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on a à continuer à travailler, oui, comme organisme et comme société, sur la socialisation masculine, là. Puis, de notre côté, on a développé un groupe qui s'appelle les papas bienveillants. Donc, c'est vraiment pour que les pères adoptent des pratiques parentales beaucoup plus positives et sans violence avec leurs enfants. On espère contribuer justement à freiner un peu cette transmission-là intergénérationnelle. Oui, puis c'est toujours plaisant de terminer une entrevue par une note positive également. Alors, parle-moi assez brièvement des services qu'on offre justement pour la violence chez nos hommes, là. Oui, ben la majorité des organismes membres d'Accord d'Hommes, on va procéder à des rencontres d'évaluation pour vraiment bien évaluer la demande d'aide des hommes qui nous contactent, voir c'est quoi la problématique, c'est quoi les besoins, un peu c'est quoi les objectifs. Pour la plupart des organismes, là, ça va être également une démarche soit en groupe ou en individuel. C'est vraiment selon les régions, les particularités de chacune des ressources. On a également là, des organismes justement qui vont offrir des services plus pour les hommes en difficulté, par exemple à la suite d'une rupture. Donc, il n'y a pas encore une dynamique de violence conjugale qui est installée, mais la personne vit des difficultés diverses.
pourraient avoir accès à ce volet-là, ou perte d'emploi, bon, toute difficulté connexe qu'un homme peut vivre. Il y a des organismes qui vont offrir des services là, plus spécifiques aux pères, comme je parlais tantôt. Dans les organismes membres d'Acardum, il y a certaines ressources qui vont également offrir des services pour les femmes impulsives, mais ça, c'est pas partout, là, comme je vous disais tantôt, nous, à Trois-Rivières, on n'a pas ce service-là. On offre seulement des services aux hommes actuellement. Donc, c'est assez varié. Puis on offre beaucoup d'écoutes téléphoniques pour les proches, les partenaires, beaucoup de services de formation également, former les partenaires. Vous en parliez tantôt que tout le monde a un rôle à jouer. Ben des fois, si on a quelqu'un qui se questionne, ben, on va agir comme un peu comme expert pour pouvoir référer cette personne-là soit vers les bons services ou encore pour lui donner des trucs, comment référer quelqu'un chez nous. Et il y a des lignes téléphoniques 24 heures sur 24 ou comment on peut vous joindre? Les lignes 24 heures sur 24 là, vont être davantage, ça va être la ligne SOS violence conjugale là, qui est la plus connue. Sinon, là, c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, d'aller sur le site de Acardum, là, sur Internet. Vous allez avoir la liste là, de tous les organismes au Québec. C'est très bien expliqué par région pour avoir nos coordonnées. Maintenant, la meilleure réussite comme conclusion pour votre organisation, ce serait qu'un jour il n'y ait plus de violence. Ce serait quoi là, le côté dans ce serait qu'un jour on ferme. Oui, un but à atteindre. Je m'en allais pas là. J'ai dit ça. Il va y avoir de la retransformation à quelque part. Hein? Oui, je blaguais évidemment, mais c'est sûr que, comme je le nommais tantôt, moi, je trouve ça vraiment encourageant de voir que le nombre d'hommes qu'on rencontre augmente. Donc, c'est ça la plus belle réussite pour nous, c'est qu'on se fait connaître de plus en plus, que les hommes vont chercher de l'aide. On a la même mission que les organismes qui travaillent avec les femmes victimes. Ce qu'on vise, c'est de protéger les victimes, c'est de protéger les enfants, et c'est d'aider ces hommes-là, protéger les hommes aussi contre eux-mêmes. Et les aider à devenir, comme je disais tantôt, des meilleurs conjoints, des meilleurs membres de la société. C'est tous des bonnes personnes, ils ont des problèmes de comportement, fait que c'est important de le nuancer. Nous, on est là pour les aider, ces hommes-là. C'est ça, besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide dans un système de violence. Il y a une souffrance derrière le comportement de violence, donc on est là pour aller le creuser puis justement aider ces hommes-là à aller plus loin et développer des meilleurs comportements. Ben, merci beaucoup d'être là et d'être présente aussi. La Maison des femmes des Bois-Francs a comme mission primaire de promouvoir des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la société. C'est à partir de ce principe que nous recevons dans nos studios de la TVC Marie-Claude Goudreau, agente de développement de cet organisme de Victoriaville, pour savoir comment faire face à la violence contre les femmes. Aujourd'hui, on s'entretient avec une dame de la Maison des femmes des Bois-Francs. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci, toi? Donc oui, ça va bien, merci. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, dans le fond, mon nom est Marie-Claude Goudreau. Je travaille à la Maison des femmes des Bois-Francs depuis 5 ans maintenant. Quelle est la mission de la Maison des femmes des Bois-Francs? La mission première, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie des femmes. La Maison des femmes, on a ouvert en 81, fait que ça fait 41 ans que c'est ouvert. La Maison des femmes a été ouverte par les femmes et pour les femmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient de la communauté. On fait partie aussi d'un regroupement provincial qui regroupe là, plus de 85 autres centres de femmes au Québec. À part ça, on travaille sur 3 mandats. Tu sais, je vous disais, c'est très large. Tu sais, la phrase de la mission est courte, mais à part ça, c'est très, très large. Dans le fond, on a 3 mandats. Nos mandats, c'est d'offrir des services aux femmes. On offre des activités éducatives, puis des actions collectives. Très important, dans le fond, on passe tout le temps du je au nous. Okay. Puis, on travaille sur plusieurs fronts. Fait que dans le fond, l'amélioration des conditions de vie des femmes, ça passe par la pauvreté, l'appauvrissement, l'isolement, la santé mentale et physique et toutes les formes de violence. Et concernant la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, il y a aussi une période de 12 jours, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, c'est ça. Dans le fond, depuis 2008, on célèbre pas. Tu sais, dans le fond, c'est l'ONU qui a mis en place en 99, le 25 novembre, la Journée internationale contre les violences faites envers les femmes. Et
dans le fond, pourquoi il a fait ça, c'est qu'il se rendait compte que tant qu'on n'enlevait pas les violences faites aux femmes, ben ces femmes-là qui vivaient de la violence ne pouvaient pas aller au maximum, se réaliser au maximum de leur potentiel. Puis les femmes, ben c'est la moitié de la population. Mais après ça, au Québec, en 89, il y a eu le féminicide de la Polytechnique. Donc 14 femmes se sont faites tuer parce qu'elles étaient des femmes. Et depuis ce temps-là, en 2008, il y a je crois que c'est la Fédération des femmes du Québec qui ont mis sur place un comité avec plein de regroupements de femmes pour les 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes, qui commence le 25 novembre, comme l'ONU l'a décrété, et finit le 6 décembre pour la commémoration du féminicide de la Polytechnique. Et est-ce que vous organisez des activités ou peut-être des ateliers durant ces 12 jours-là? En fait, on organise 2 choses à chaque année. Quelque chose qui est super important pour nous, puis qui est en collaboration avec la Maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, et avec le CALAX de Victoriaville, on organise au début des 12 jours un cours d'autodéfense. Donc, c'est un cours d'autodéfense qui est donné à toutes les un samedi par année au mois de novembre. Ce cours d'autodéfense-là, il est vraiment c'est une journée complète, puis l'avant-midi, c'est vraiment apprendre à se faire confiance, puis à mettre nos limites, puis dire non. Puis la deuxième, dans le fond, dans la deuxième période de la journée, là, dans l'après-midi, là, c'est vraiment apprendre à se défendre physiquement. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Sinon, le 6 décembre ou dans les alentours du 6 décembre, là, tout dépendamment quelle journée ça tombe, on fait toujours un événement. Dans le fond, il y a été longtemps qu'on faisait un visionnement. Après ça, suivi d'une discussion et d'une marche à la noirceur avec des chandelles. Depuis quelques années, je vous dirais qu'on fait des choses plus rapides. On s'est rendu compte que les événements éclairs attirent beaucoup les gens parce que c'est pas très impliquant. Donc, ça fait 2-3 années qu'on fait un événement éclair. 15 minutes, on se ramasse sur une intersection de rue ou à un endroit où il y a beaucoup de monde. On bloque pas les rues. On fait juste montrer qu'on est là en solidarité avec les 14 femmes qui ont... Puis on parle pas juste des 14 femmes de la Polytechnique, parce que on inclut toutes les femmes qui sont survivantes, qui ont survécu à la violence conjugale ou d'autres violences. On parle aussi des violences systémiques, dans le fond, tous les systèmes de pression, toutes les femmes qui sont à l'intersection, que ce soit des femmes noires, des femmes trans, des femmes homosexuelles, bisexuelles. Donc, on parle plus simplement de ce qui est arrivé en 89 ou il y a plus juste une chose. C'est vrai qu'on souligne parce que c'est près de nous, ça fait pas longtemps, puis c'est au Québec. Okay. Donc c'est assez c'est grand là. Oui. Et vous, votre organisation, quelle est la définition de la violence? Est-ce que ça peut être une violence plus physique, psychologique? Il y a plusieurs types là, de violence. Oui, vraiment. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on aime dire, c'est que la violence, au départ, c'est pas une perte de contrôle, mais une prise de contrôle sur quelqu'un d'autre. Puis, dans le fond, notre définition, là, vraiment, dans le fond, je fais des animations pour les relations saines au secondaire. Et la phrase qu'on dit, c'est vraiment, les violences, c'est toute tentative, aussi subtile que ça peut être, pour essayer de contrôler, de dominer l'autre, en l'empêchant ou en l'en forçant à faire quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment notre phrase qui décrit beaucoup la violence conjugale, mettons. Pour les formes de violence, ben il y en a plusieurs. La première, celle qu'on connaît le plus, je pense, c'est la violence physique. Fait que dans le fond, tout ce qui est pincer, mordre, pousser quelqu'un, frapper quelqu'un, bien entendu. Mais ça peut être plus subtil que ça aussi. Tu peux faire de la violence physique à quelqu'un sans lui toucher. Fait que dans le fond, si tu frappes une porte vraiment fort, dans une cuisine, si tu tapes sur une table, que tu frappes dans le mur, que tu bottes un chien, quand c'est le chien de la personne, là, tu sais, que tu menaces de faire mal à ses enfants, que, tu sais, il y a plein de façons, sans toucher à la personne, de faire de la violence physique aussi. Et qu'est-ce qui peut apporter, je dis un homme, mais ça peut être une femme aussi, mais qu'est-ce qui peut apporter des actes violents envers les femmes? C'est une excellente question. Puis là, je rappelle encore que c'est pas une perte de contrôle, mais vraiment une
prise de contrôle sur quelqu'un. Fait qu'est-ce qui apporte ça? J'ai comme l'impression que ça doit être la culture. On vit dans une, tu sais, on a parlé beaucoup de la culture du viol il y a quelques années. Notre culture a tendance, notre société a tendance à banaliser la violence, a tendance à des fois pratiquement l'encourager. On la tolère, on tolère les violences. On encourage beaucoup la loi du silence. On a encore beaucoup de misère à dénoncer quelqu'un. La personne a souvent de la misère à le dire. Puis pourquoi? Parce qu'on culpabilise les victimes. On finit toujours par leur dire, ben c'est de ta faute, pourquoi tu t'es habillé comme ça, pourquoi tu es sorti tard tout seul le soir, pourquoi? Fait on culpabilise beaucoup les victimes. On encourage beaucoup les stéréotypes négatifs des hommes, de l'homme, c'est normal, il peut pas se contrôler, c'est dans sa génétique. C'est normal, c'est une pulsion d'homme. Fait que là, on va l'encourager comme ça. Souvent, on croira pas les femmes. Puis, on va continuer à les blâmer. Tu sais, leur dire que bon, elles s'étaient pas habillées convenablement, elles ont pas répondu ce qu'il fallait répondre. La justice nous aide pas non plus. Le système de justice qui a des peines souvent dérisoires envers les violences ou des fois absolument rien. Puis que le chemin pour se rendre à la peine pour la victime est tellement lourd, tellement difficile, que souvent les femmes décident de même pas aller se plaindre. Fait que ça, c'est quelque chose qui fait que ça peut peut-être encourager quelqu'un à dire, de toute façon, je serai pas punie, il arrivera pas grand-chose. Le mouvement antiféministe aussi. Le mouvement antiféministe a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, un peu partout dans la société, mais aussi dans les organismes communautaires, dans les institutions, ça, c'est sûr que ça va de l'autre côté, ça l'encourage les violences. Fait que... Donc, il y a beaucoup de causes. Là. Oui. Okay. Et vous en avez parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à pas en parler? Si on parle, mettons, de violence conjugale ou même de violence sexuelle, ben c'est vraiment ça. C'est le fait que la société culpabilise, blâme tellement la victime que la victime elle-même, quand elle est victime, puis ça, c'est inconscient, là. C'est vraiment dans notre culture, on l'a intégré. Les victimes, la première chose qu'on se dit, c'est « j'ai dû faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? » C'est vrai, j'ai bu trop d'alcool, c'est de ma faute, je me suis pas habillée convenablement, j'aurais dû rentrer plus tôt, comme ma mère m'a dit, ou mon chum. Fait que, oui, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, c'est toute la culture encore. C'est la société qui... Et est-ce qu'il y a un profil typique pour une femme qui est victime d'actes violents? Non, absolument pas. Non, il y a vraiment pas de profil typique. En fait, on dit que, tu sais, souvent on va avoir en tête, c'est une femme faible, une femme qui a pas beaucoup confiance en elle, une femme, tu sais, on voit souvent, mettons, la femme avec un col roulé, tu sais, qui est tout le temps recroquevillée, qui est pas capable de s'exprimer, qui est gênée, timide, mais pas du tout. Pas du tout. N'importe quelle femme peut subir ça. Il faut se dire que les hommes, puis là je dis les hommes parce que c'est la majeure, mais il y a des femmes aussi là, qui font vivre des violences. C'est des experts en manipulation. C'est vraiment des experts en manipulation. N'importe qui peut se faire avoir, embarquer dans ce jeu, dans ce système-là, dans le fond, de violence conjugale. Dans le fond, une femme peut être à la tête là, d'une grande industrie internationale, peut avoir plusieurs employés à gérer, puis rendue à la maison, elle vit des violences conjugales. Fait que ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde. Et est-ce qu'il y a une question de genre qui est associée à la violence à la maison? Peut-être que vous n'avez pas des informations locales, mais peut-être à l'international. Est-ce que la violence est plus fréquente dans un couple de lesbiennes ou peut-être homosexuelles, ou c'est vraiment homme-femme? Ben, c'est vraiment là que la culture embarque. Okay. Parce que il y en a partout la violence. C'est pas, il y en a autant dans les couples lesbiennes, homosexuels, que tu sois un couple à deux, que tu sois en polyamour avec plusieurs personnes, qu'il y a une personne trans. C'est à peu près le même pourcentage dans tous les couples. J'ai pas de statistiques, exactement, mais non,
Puis, c'est souvent ceux qui vont être à l'intersection des oppressions qui vont vivre le plus de violence. Okay. Et est-ce que vous pensez que la violence peut être faite sans le vouloir, sans intention à la base? Ça sera pas long, j'étais un petit peu perdue. Ouais, J'avais... on fera un petit peu de montage. Voyons. Excuse-moi, tu peux te répéter? Mais non. Est-ce que vous pensez que la violence contre les femmes peut être faite sans intention, sans volonté de la part de l'homme? Ok, je suis rendue trop loin. Je pense que j'ai manqué une page. Mais ça peut être en raison de la vie intense au travail, des raisons culturelles, whatever. Excuse-moi, je suis complètement perdue. Non, c'est correct, prends ton temps, il n'y a aucun stress. Voyons, je ne retrouve pas, je sais que je l'ai marqué à quelque part, puis là, on dirait que j'ai perdu le fil des... Oui. OK, ouais. C'est bon, je l'ai arrêté. Excuse-moi, j'ai perdu le fil des questions, puis... OK, répète-moi encore, là, je vais... Est-ce que la violence contre les femmes peut être faite sans intention de la part de l'homme? Est-ce que ça peut être fait sans le vouloir? Ah, OK, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon? Oui. Okay. Est-ce que tu veux que je repose la question, Dario, ou elle peut juste répondre? Oui, tu peux la répondre plus tranquillement. Ouais. OK, c'est bon. Donc, pour continuer, est-ce que la violence envers les femmes peut être faite de manière sans le vouloir? Là? Ça m'étonnerait, dans le sens que ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un peut faire de la violence à quelqu'un sans le vouloir. J'essaie de m'imaginer, fait que j'aurais tendance à dire non. En même temps, je suis pas une spécialiste, j'ai pas étudié là-dedans. Mais j'aurais tendance à dire non parce que, encore une fois, je rappelle que c'est pas une perte de contrôle, mais une prise de contrôle. Fait que j'essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait vouloir prendre du contrôle sur quelqu'un sans le vouloir vraiment. Ben, écoute, peut-être. Mais quelque chose qu'on fait dans nos animations pour les jeunes, là, avec les relations saines, on parle du processus de domination qui vient peut-être justement expliquer que ça se peut pas vraiment. Dans le fond, le processus de domination, c'est quand quelqu'un qui va vouloir ou qui va faire subir des violences à quelqu'un, mettons qu'on va dire c'est ça, c'est un homme, une femme, l'homme, il va avoir une période, la première période, c'est vraiment la lune de miel. C'est nécessaire. Ça peut pas commencer autrement. Tu peux pas aller manger au restaurant avec une personne la première fois, manger une claque à gueule, puis dire faire comme je vais vraiment tomber en amour avec cette personne-là. Donc, c'est sûr que ça commence par quelque chose de super beau, puis la lune de miel est nécessairement assez longue. Après ça, il va y avoir une période de tension. Là, la période de tension, c'est là où que la femme a l'impression de marcher sur des œufs. Comme, il y a quelque chose qui se passe, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais je sais pas c'est quoi, puis on n'est pas bien dans cette tension-là. Donc là, on crée une perte de contrôle pour la femme, justement, et elle va être stressée, peut-être un petit peu anxieuse, et après ça, arrive l'agression. Là, l'agression, ça n'a pas besoin d'être une tape, ça n'a pas besoin d'être frappé, ça peut être juste une violence verbale, psychologique, ça peut être un claquage de porte, ça peut être une accélération en voiture. Ça n'a pas besoin d'être très gros. Après ça, il va y avoir la justification. La justification, ça, au début, les premières fois, c'est sûr que c'est l'homme qui va justifier son acte. Ah, tu sais, chérie, quand je bois trop, je perds le contrôle, je sais plus ce que je fais. Ou, tu sais, j'avais un examen hier, j'étais vraiment stressée, puis j'ai perdu le contrôle. Ou, bon, là, on peut sortir toutes les justifications possibles. Après ça, revient la lune de miel. Donc, ça peut être un achat, ça peut être pas d'achat non plus, là, ça peut être juste, on passe un mois ensemble, ça va super bien, il est super attentionné, il est super fin. Et là, recommence la tension. Quand ce cycle-là recommence, puis il va recommencer souvent, puis de plus en plus souvent, la tension, la femme a fini par comprendre. OK, là, il s'en vient quelque chose, il s'en vient une agression après. Donc, la peur s'installe, la perte de contrôle, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, je l'aime tellement, il est tellement fin. L'agression arrive et souvent, l'agression peut rester toujours sur le même stade, dans le sens, c'est du verbal mais souvent, ça va grader un peu, sans aller nécessairement au coup. Habituellement, ça va être plus intense, ça va aller plus loin.
Puis, à la justification, ben souvent, on l'a intégré. Hein, la femme va l'avoir intégré, donc elle va le défendre, elle va le justifier elle-même. Elle va dire « Ah, c'est vrai, elle m'avait dit de pas parler avec Eric, puis je suis allée parler avec. J'ai couru après. » Fait qu'on revient un peu tantôt avec ce que tu disais, tu sais, pourquoi est-ce qu'une femme reste là-dedans? Ben, elle finit par se dire « Ah ben, il a raison, c'est moi qui est dans le tort. » Fait que dans le fond, cette roue-là, ça devient une spirale. Ça arrive de plus en plus souvent. Donc, c'est vraiment un cycle infini. Oui. Okay. Et est-ce qu'il y a des solutions pour se sortir de ce cycle-là? Oui, ben oui, vraiment. Dans le fond, il faut que la femme, la première chose à faire, il faut que la femme le reconnaisse. Okay. Ça, c'est la première partie. La femme doit le reconnaître. Pour ça, il faut qu'elle soit bien entourée. Puis malheureusement, c'est une des premières choses que l'homme qui est violent va faire, va essayer de briser toutes les relations autour d'elle. Fait qu'en tant qu'ami, que proche, quelque chose que j'aurais le goût de suggérer, ben c'est si vous savez que votre amie vit de la violence conjugale, restez avec elle, jugez-la pas, traitez-la pas de conne. Voyons, si j'étais à ta place, ça fait longtemps que je serais partie. Ça fait continuer, vous lui faites de la violence, ça fait continuer que son estime d'elle-même continue, tu sais, à empire parce qu'elle se dit, ah, c'est vrai, je suis conne, tu sais, je devrais le laisser, mais je suis pas capable parce que, puis il peut y avoir plein de raisons du pourquoi. Mais après ça, une fois que la personne elle a réalisé, là, il y a plein d'organismes qui travaillent pour ça, pour aider ces femmes-là. Il y a la police, tu sais, les amis habituellement sont là aussi pour soutenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Goudreau. C'était très intéressant. Pendant 1 heure d'émission, vous avez entendu différentes perspectives reliées à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il s'agit d'une violence qui peut être physique, psychologique ou économique, entre autres. Notre équipe de la TVCE sera ici la semaine prochaine pour traiter d'autres sujets avec la profondeur que cela mérite chez l'Érable Approfondi. N'oubliez pas aussi que nous comptons avec les émissions de l'Érable en bref et l'Érable en bref 2 pour vous informer de manière compacte sur l'actualité de la MRC de l'Érable et du Centre du Québec. À la prochaine!